Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée aux actualités sociales, celle du mois d'octobre, avec quelques informations nouvelles concernant notamment les projets gouvernementaux. Nous allons pouvoir aborder les thématiques retenues dans quelques minutes. Comme à l'accoutumée, je vous propose de patienter encore 2 petites minutes afin de permettre à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire dans de bonnes conditions techniques, sachant, et nous en sommes très heureux, bien évidemment, que vous êtes encore très, 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 très nombreux à vous inscrire à ces sessions et nous sommes ravis, bien évidemment, de pouvoir vous y retrouver. Voilà, je laisse progressivement la jauge des participants, eh bien, se compléter et vers 9h32, nous pourrons débuter cette présentation. Encore merci pour votre patience et votre écoute. Et encore un petit instant, nous allons laisser encore ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire correctement. Bien, nous allons pouvoir maintenant débuter cette session. Bonjour et rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes encore, bien évidemment, nombreux et nombreux à attendre ce rendez-vous mensuel des actualités sociales. Celui du mois d'octobre, vous allez constater, ne manque pas de pertinence sur les projets gouvernementaux. On vient d'achever une séquence institutionnelle très particulière, je vous avoue ne jamais avoir connu moi-même, qui est celle de la grande période de composition d'un nouveau gouvernement. Donc, il est maintenant établi et il va s'atteler, bien évidemment, à construire les deux textes essentiels pour l'État, qui est le budget de l'État, le budget de la nation, le projet de loi de finances, et deuxième budget, d'ailleurs qui en chiffrage est plus important, qui est le projet de loi, c'est le budget de la sécurité sociale et donc le projet de loi de financement de sécurité sociale. Dans ce contexte global, bien évidemment, vous avez sans doute retenu quelques éléments annoncés par le Premier ministre, la volonté de s'attaquer à la dette sociale, de réduire les déficits et bien évidemment d'aller rechercher quelques économies ici ou là. À ce titre-là, nous allons pouvoir dire, est-ce que cela fonctionne? Oui, très bien. Nous allons pouvoir dire quelles sont les premières orientations des choix budgétaires que pourrait retenir le gouvernement. Je vous dirai ce qu'il en est de l'assurance chômage, puisque le projet est relancé.
Nous ferons un point d'actualité sur le risque d'accident de travail, comment l'apprécier lorsque le salarié est en télétravail, et puis de décisions jurisprudentielles qui me paraissaient pertinentes de retenir et d'aborder avec vous. Alors, vous allez voir qu'en même temps, c'est assez court, mais étant donné, bien évidemment, l'attente que nous avions d'une nouvelle équipe gouvernementale pour donner quelques orientations, budgétaires ou non, hein, budgétaires ou non, bien évidemment, les choses vont pouvoir maintenant se décanter dans les prochaines semaines et le temps, on a bien saisi au cours de cette semaine qu'il y avait encore quelques nécessités de composition de cabinet ministériel, mais les choses vont très vite se faire, je pense, dans les prochains jours et l'ensemble des équipes ministérielles va pouvoir se mettre à la tâche. Alors, s'agissant du PLFSS et du PLF, hein, ce sont toujours ce que j'appelle nos deux lois marronniers, hein, qui arrivent justement toujours, parce qu'elles se répètent et toujours justement à la même période automnale, avec quelque peu un décalage dans le temps, puisque habituellement, nous avions une adoption au Conseil des ministres de ces textes fin septembre pour le PLF et plutôt début octobre pour le PLFSS, afin bien évidemment tout de suite engager les travaux parlementaires qui débutent toujours par l'examen de ces textes en commission. Alors, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est l'impact en matière de réforme des cotisations, ou je dirais plus que des cotisations, des réductions de charges, puisque il avait été il a été annoncé, bien évidemment, qu'il y aurait une refonte des dispositifs. Alors, initialement, on avait compris depuis un certain temps qu'il y avait une volonté peut-être de revenir sur ces triples plafonds exonératoire. Triple plafond exonératoire qui concerne la réduction générale des cotisations patronales, la RJCP, la mise en place et le bénéfice du taux réduit maladie et le taux réduit allocation familiale. Alors, trois dispositifs d'exonération patronale, si je puis dire, avec pour rappel, les plafonds existants, hein, puisque pour la RGCP sont éligibles les rémunérations qui sont plus égales à 1,6 fois le SMIC, avec des modalités pratiques que vous connaissez bien évidemment de dégressivité, hein. Plus je suis proche du SMIC et plus l'exonération est forte, plus je m'éloigne du SMIC et plus bien évidemment le coefficient de réduction est faible et par la même occasion, le montant de la RGCP s'en trouve fortement réduit. On n'est pas tout à fait dans la même logique s'agissant de la réduction du taux maladie ou allocation familiale, c'est-à-dire qu'on examine de manière brute, si je puis dire, le niveau de rémunération du salarié. Soit on est en deçà et on bénéficie du taux réduit, si on est au-delà, et bien évidemment, on est assujetti au taux plein. Donc, c'est 7% ou 13% pour la maladie, et c'est 3,80 ou 5,25 pour allocation familiale, avec, vous voyez, un plafond exonératoire qui est beaucoup plus élevé, qui est de l'ordre de 3,5 fois SMIC, hein, un tout petit peu plus que le double, un peu plus que le double du plafond RGCP. Alors, il y a une volonté déjà exprimée depuis un certain temps de revoir ces mécanismes dans leur globalité et d'examiner, bien évidemment, les modalités plus pratiques pour créer une sorte de fusion des dispositifs dont on imaginait un plafond, parce que ça a été dit de manière officieuse, si je puis dire, un plafond médian d'exonération qui serait retenu plutôt à hauteur de 2,5 fois le SMIC. Alors, on va le voir ce qu'il en est dans un instant, ou dans le cas la projection qu'on peut en faire. Alors, projet envisagé, bien évidemment, ça restait la fusion des trois dispositifs avec la création d'un seul et unique plafond. Maintien ou non du principe de dégressivité, puisque on vient d'évoquer les caractéristiques de ces dispositifs exonératoire, avec un seul qui est affecté par la dégressivité, les deux autres non. Point d'interrogation, est-ce qu'on conserve ou non cette dégressivité? Ou peut-on rechercher quelques éléments d'économie en termes de coûts, hein, parce que pour rappel, si on retient d'un côté la RGCP 40 milliards de non-recouvrement pour la sécurité sociale, c'est autant de l'autre côté également pour les dispositifs taux réduits, maladie et AF. Donc on est sur un manque à gagner URSSAF, si je puis dire, de l'autre 80 milliards, et toujours avoir à l'esprit, bien évidemment, qu'en réalité, c'est l'État qui compense. Ce qui est une économie pour les entreprises, en termes de coût salarial, c'est une compensation sur les deniers publics, si je puis dire. Donc, maintien ou non du principe d'égalité, exclusion ou non des heures supplémentaires ou complémentaires, autres. Donc, on aurait pu, jusqu'au rapport que je vais évoquer dans un instant, être un peu dans cette logique-là. Alors, quel était le rapport? À deux économistes, il avait été demandé il y a quelque temps, hein, d'émettre un rapport, de produire un rapport sur l'état
bien évidemment, et quelques pistes de réflexion concernant les mécanismes de réduction de charges. Ce rapport a été remis au nouveau Premier ministre hier, hein, puisqu'il avait été commandé à l'époque de Madame Borne. Voilà, vous connaissez bien évidemment les changements de poste à Matignon. Il a été remis hier au nouveau Premier ministre et il doit être une ligne de conduite pour à la fois construire le projet de loi de financement de sécurité sociale, ce qui va en être débattu au Parlement, et bien évidemment ce qui devra être mis en place prochainement. Que proposent ces deux économistes, ces deux auteurs de ce rapport Bozio-Wasmer? C'est un nouveau lissage de la dégressivité. Ainsi, pour éviter la trappe à bas salaire, et donc, en quelque sorte, qui crée un plafond de verre en termes d'augmentation salariale, parce que plus j'augmente la rémunération, plus faible est la réduction de RGCP, bien évidemment. Eh bien, on va avoir ici une tranche entre 1 fois et 1,2 fois le SMIC qui serait, elle, plus lourdement chargée, si je puis dire, ou plus lourdement cotisable pour l'employeur, puisqu'on exclurait notamment du mécanisme qui sera créé. Alors, est-ce qu'il faut l'appeler RGCP? On va peut-être continuer à l'appeler de la sorte, puisqu'on aura également de l'agressivité. Eh bien, on exclurait le taux de 4,05%, qui en réalité, quand on le regarde de manière très précise, le taux d'assurance chômage. Voilà. Alors, ça sera très intéressant parce que il faudra mettre en parallèle, bien évidemment, si la mesure est retenue, cette exclusion du taux du mécanisme à venir de réduction de charge avec le dispositif de bonus-malus. Le dispositif bonus-malus, pardonnez-moi, que certains d'entre vous connaissent sans doute et qui ne concerne que quelques secteurs d'activité, vise en fonction du niveau de rupture du contrat de travail de l'entreprise, comparé à ce qu'il en est en moyenne dans la branche, eh bien d'avoir un taux plus élevé ou un taux plus bas de contribution de l'employeur à l'assurance chômage. Alors, il faudra bien évidemment mettre en parallèle ce dispositif-là, mais voilà comment on va très particulièrement alourdir, si je puis dire, puisqu'on va réduire le bénéfice de la réduction de charges, alourdir les charges sur un niveau de rémunération qui devrait être fixé entre 1 fois le SMIC et 1,2 fois le SMIC. Par contre, on retrouverait une dégressivité particulière entre 1,2 fois le SMIC et 2,5 fois le SMIC. Et donc la proposition ici qui est faite, elle entre un peu dans la réflexion qui a été menée depuis quelque temps, de savoir si on ne devrait pas ramener le plafond exonératoire à ce plafond médian, si je puis dire, de 2,5 fois SMIC, qui concerne essentiellement la maladie, la réduction de maladie jusqu'à présent, jusqu'au 31 décembre, en tout état de cause et assurément. Alors, on serait bien évidemment dans un mécanisme de renforcement de la réduction de charges avec une dégressivité entre 1,2 fois le SMIC et 2,5 fois le SMIC. Et par contre, un mécanisme qui alourdirait plutôt les cotisations, donc qui réduirait encore la réduction, si je puis dire, entre 1,9 fois le SMIC et 2,5 fois le SMIC, et une sortie totale à 2,5 fois le SMIC. Notez, alors si on en reste déjà à ce stade-là, notez qu'il ne devrait plus y avoir d'exonération, de réduction de taux entre 2,5 et 3,5. Voilà. Si on doit avoir une fusion des mécanismes, c'est ce vers quoi on s'oriente assez probablement, bien évidemment, on ne devrait plus avoir de réduction de charge entre 2,5 et 3,5. Donc, budgétairement, il faut l'imaginer, hein, ne serait-ce que dans vos projections futures et assez activement pour l'année 2025. Et par contre, charge, bien évidemment, à ce qu'on nous précise selon quelle modalité pratique, on devrait avoir déjà un basculement entre 1,2 fois le SMIC à ce moment-là, cette limite-là, pour avoir une dégressivité plus importante, et 2,5 fois le SMIC, et ensuite perdre, bien évidemment, le bénéfice total à 2,5, avec un alourdissement des charges entre 1,9 et 2,5 fois le SMIC. Alors, je vous avoue que mécaniquement, aujourd'hui, je ne vais pas m'aventurer à vous dire ce que sont les choses de manière pratique. Je vous avoue que je préfère attendre, bien évidemment, les solutions que pourrait imaginer l'administration sociale en la matière. Je pense que
depuis le temps qu'ils doivent quelques orientations sur des pré-rapports, ou en tous les cas, j'imagine bien que ces deux auteurs ont peut-être divulgué quelques informations à l'administration pour qu'elle puisse travailler sur ces sujets-là, qu'ils savent déjà comment faire, mais j'espère à tout le moins que nous ne serons pas dans un dispositif extrêmement complexe, dans des compositions d'éléments complexes. Vous savez ce qui est déjà la formule dite Fillon, si je puis dire, ou RGCP. Est-ce que ce sont trois formules? Est-ce que c'est la même formule, mais pour laquelle on va avoir des éléments constitutifs qui vont s'ajouter les uns aux autres? Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire. Ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, la formulation de ce nouveau dispositif devra impérativement faire l'objet d'un décret d'application pour préciser ses modalités pratiques. Pour ce qui nous concerne, nous travaillerons bien évidemment en rapport avec la DSS pour comprendre activement, et j'espère qu'ils nous tiendront informés dans les très prochains jours, activement sur les différents scénarios. Et pour pouvoir bien évidemment les imaginer et les mettre en place dans le SIRH. J'attire votre attention, par contre, un peu sur le calendrier. Pour notre part, acteurs de la paix, éditeurs, mais avec d'autres également au sein de l'association SDDS, nous avons toujours émis le souhait que des réformes de cette nature aussi lourde fassent l'objet d'une mise en œuvre dans un calendrier plutôt assez long. Alors long, à tout le moins à moyen terme, c'est d'ailleurs qu'on nous laisse au moins une année pour la mise en œuvre. La probabilité que ces nouveaux dispositifs soient mis en œuvre à partir de 2026 me paraît assez faible, mais vraiment assez faible. Pourquoi? Parce que les choses ont été dites en matière budgétaire, il va y avoir bien évidemment un resserrement budgétaire, recherche d'économies, recherche éventuellement de nouvelles recettes avec les impositions exceptionnelles qui sont annoncées. Et ce projet-là doit s'inscrire dans cette démarche. Et en tout état de cause, bien évidemment, on ne peut pas imaginer qu'il puisse être reporté au 1er janvier 2026. Eh bien, à nous de relever le défi, avec vous, bien évidemment, et comme je dis vous, tous les acteurs de la paix, incontestablement, de relever le défi, toutes les directions des ressources humaines, toutes les directions financières, parce qu'il est incontestable que l'impact financier sera important, à raison de vos politiques salariales ou de vos projets de politique salariale. Et dans de nombreuses entreprises, les budgets sont déjà en cours de construction, si ce n'est peut-être déjà finalisés à 3 mois de l'échéance. Voilà ce que je voulais vous dire pour ces projets-là. Dans l'attente que les choses soient clarifiées, bien évidemment, nous reviendrons de manière infiniment plus pratique sur ce dispositif-là lors de la prochaine session. Alors, pendant que je vous dis ça, bien évidemment, nous étudierons par la même occasion les modalités déclaratives en DSN, parce que certaines vont faire l'objet d'évolutions. Et si, bien évidemment, le dispositif de réduction de taux AF et taux maladie est supprimé, ça signifie qu'il y aura quelques rubriques particulières qui vont évoluer au sein de la DSN. Quelques autres éléments annoncés, l'augmentation au 1er novembre de 2% du SMIC. Donc l'estimation faite devrait porter le taux horaire du SMIC à 11,88 €. L'augmentation est faite par anticipation. Ça signifie quoi? Ça signifie que bien évidemment, ça aura un impact sur la revalorisation automatique que prévoit la loi au 1er janvier de chaque année. C'est-à-dire que si on devait avoir une augmentation de 2,5 au 1er janvier, on a déjà les 2% ici, donc on n'aura plus que 0,5 au 1er janvier. Donc c'est une augmentation par anticipation. En tout état de cause, ça sera maintenu, donc même si l'augmentation devait être inférieure, on laissera à 2%. Mais si elle devait être supérieure, en application des règles légales, et bien évidemment, on imputera cette augmentation sur ce qu'elle aurait dû être au 1er janvier 2025, donc on devrait avoir une hausse beaucoup plus faible. Ça signifie également, puisque l'on vient d'évoquer les dispositifs exonératoires, que cette hausse aura un impact sur ces calculs, en ayant toujours à l'esprit que dans le cadre de dispositifs dits de progressivité, de régulation progressive, eh bien, nous aurons 10 périodes avec un taux
10 périodes mensuelles, hein, quand je dis période, sur l'année 2024, avec un taux horaire de 11,65, 2 périodes mensuelles avec un taux horaire, on va retenir l'estimation 11,88, et bien évidemment, la régularisation annuelle conduira à ne pas excéder pour les rémunérations éligibles, eh bien, la rémunération, le SMIC annuel qui sera constitué de ces 2 périodes-là. 10 mensualités en 65, 2 mensualités en 88, je fais l'addition, j'ai mon niveau annuel du SMIC, et ensuite je n'ai plus qu'à le multiplier par un 6, 2,5 ou 3,5 pour apprécier bien évidemment et la dégressivité pour la FCP et les limites exonératoires AF et maladie. Donc le SMIC a bien évidemment un certain nombre d'incidences, premièrement sur la rémunération des salariés, incontestablement, bien évidemment, mais en même temps sur l'ensemble des dispositifs exonératoires. Il en a d'autres, hein, notamment lorsqu'on occupe des stagiaires ou des apprentis pour le bénéfice de l'exonération fiscale limitée à un SMIC annuel, à titre d'exemple, et bien d'autres encore mesures alignées sur le SMIC. Dans le cadre, bien évidemment, de l'incitation à la hausse des salaires, parce qu'on essaie de relancer le pouvoir d'achat par la même occasion des salariés en France, eh bien, des mesures incitatives à la révision des grilles conventionnelles, notamment pour celles qui ont encore des minima conventionnels inférieurs au SMIC. Encore une fois, la difficulté est ici, en cas d'absence de négociations ou de résultats de ces négociations, euh, quels moyens incitatifs, quelles sanctions, les choses ne sont pas dites. Point d'interrogation en la matière. Et puis un autre point également en termes de recherche d'économie des engagements de l'État, eh bien, c'est l'aide à l'apprentissage. Vous savez que l'aide au bénéfice des contrats de professionnalisation a maintenant disparu hein, depuis le mois de mai. A été maintenue l'aide à l'apprentissage, au contrat d'apprentissage, mais à ce jour, les textes prévoient cette aide que pour les contrats qui ont été conclus au plus tard le 31 décembre 2024. Alors, certains ont pu comprendre qu'éventuellement cette aide disparaîtra dès l'année prochaine. Ce n'est pas en tout état de cause la volonté du Premier ministre. Elle serait plutôt réduite et devrait être ramenée à 4 500 euros. Ce qui a été annoncé et confirmé sera 4 500 euros. Alors, pourtant, on a eu, quelle que soit la majorité en place, quels que soient les gouvernements, plutôt ces derniers temps, une incitation assez forte au recours à l'apprentissage. On le voit se démultiplier, quelles que soient, je dirais, les formations suivies par l'apprenti et le niveau, lycée ou études supérieures. Tout ça pour se mettre un peu au diapason d'autres pays où l'apprentissage est visiblement un facteur extrêmement important de développement professionnel et à la fois, bien évidemment, de facilitation d'embauche. Bon, voilà, quelques économies là à faire. 1 500 euros, on serait donc aux alentours de 25% si mes calculs sont justes. Retraite. Alors, le Premier ministre a clairement indiqué qu'en tout état de cause, il n'y aurait pas de retour et de dénonciation de la dernière réforme concernant les retraites. Hein. Vous savez que c'est la loi du 15 avril 2023, qui était d'ailleurs une loi de financement, une loi rectificative de financement de la sécurité sociale, hein, ce qui permettait, par ce biais-là, d'engager le cas échéant, si ça devait être le cas, le 49.3. Donc c'était la voie législative retenue par le gouvernement de l'époque. On ne reviendra pas sur les 64 ans, donc le calendrier d'un report progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans est conservé selon les modalités qui avaient déjà été arrêtées à l'époque. Alors, quelques aménagements et par la voie de la négociation entre les partenaires sociaux, on vise plutôt sans doute et l'emploi des seniors et la question de la pénibilité pour voir s'il devait y avoir quelques aménagements, adaptations sur ces régimes. Alors, bien évidemment, ici, aucune projection. Les partenaires sociaux vont être saisis très rapidement de cette question-là. On verra bien évidemment la lettre d'orientation qu'adressera le gouvernement aux partenaires sociaux pour imaginer quelques solutions futures, mais je dirais plutôt que ce serait plutôt des dispositions prises que les modalités pratiques. Et puis ce que souhaite également le gouvernement, c'est de s'intéresser
là aussi aux mesures à venir sur l'intéressement, la participation, l'actionnariat des salariés. Bah, là, qu'est-ce qu'on vise aussi par ce biais-là? Bah, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés ou d'épargne. Mais qui dit épargne dit pouvoir d'achat ultérieur, il est décalé dans le temps. Euh, alors, on connaît les mécanismes actuels, hein, je vais pas revenir dessus, sur ce qui est éligible à l'exonération sociale, ce qu'il en est du régime fiscal, selon qu'on verse immédiatement les sommes, selon qu'elles soient épargnées, etc. Et l'actionnariat des salariés, en l'occurrence, qu'il s'agisse d'actions gratuites, de stock options, etc., etc., ou l'actionnariat, oui, et le rachat d'actions également, directement par les salariés. On pourra peut-être s'intéresser à l'abondement, hein, dans les mesures à venir. Bon, tout ça doit s'inscrire dans un calendrier qui n'est pas encore fixé, hein, puisque, comme je le disais dans les propos introductifs, le gouvernement s'attache d'abord à construire les deux textes budgétaires. Euh, Ça viendra dans un second temps. Je pense qu'une fois que l'introduction des débats parlementaires sera effective, on en saura un peu plus sur ces régimes-là. Bon, voilà, il y a bien évidemment quelques travaux à venir en matière de paye directement et assez certainement, de manière plus ou moins lointaine, en matière RH et paye. L'épargne salariale concerne les deux volets des activités des directions des ressources humaines euh, pour les mois à venir et donc de belles activités, de beaux moments d'échange. Avant de venir à l'assurance chômage, est-ce qu'il y a des questions, Maïla? Peut-être déjà Non, pas de posées. question. Merci. Donc, second chapitre a trait à l'assurance chômage. Je rappelle ce que j'avais indiqué d'ailleurs lors de la session du mois de septembre. Pardonnez-moi. C'est le rappel de la convention conclue par les partenaires sociaux entre le 27, pardon, le, pas entre, mais le 27 novembre 2023. On rappelle que couvrir le salarié contre le risque de perte d'emploi est une des fonctions de l'État, mais qu'il peut bien évidemment déléguer cette mission à d'autres acteurs et il la délègue, pardonnez-moi, spécifiquement aux partenaires sociaux qui construisent le régime, qui le régissent, tant à la fois en matière de recettes qu'en matière de prestations, dans les montants et dans les conditions de versement de ces prestations. On travaillait jusqu'à présent sur un décret de juillet 2019. Les partenaires sociaux sont arrivés à un accord le 27 novembre et il manquait le volet tant attendu et inscrit dans la lettre de mission, qui est de savoir l'économie qu'on devait réaliser dans le cadre des nouvelles dispositions sur les droits des seniors. Une économie qui était estimée à 400 millions d'euros. Les partenaires sociaux n'y ont pas répondu. Le gouvernement a pris donc la décision de rejeter l'agrément. Et alors, l'agrément, vous avez trois types d'arrêtés. Quand on parle d'accord collectif, des arrêtés d'extension, vous connaissez lorsqu'il s'agit de vos conventions collectives de branches réciproques et respectives, pardon, des arrêtés d'élargissement, je ne reviens pas dessus, je parlerai si vous le souhaitez, et à chaque fois que les deniers de l'État sont engagés, troisième type d'arrêté, s'agissant des conventions, il s'agit des arrêtés dits d'agrément. Et on les retrouve bien évidemment dans le champ de l'assurance chômage. On les retrouve également dans des secteurs bien particuliers lorsque le texte est débattu entre partenaires sociaux. Je pense au secteur sanitaire pour l'emploi et la prise en charge d'une partie des salaires d'un certain nombre de personnels de ces établissements sanitaires. Alors, pour ce faire, le gouvernement avait déjà prolongé, puis à nouveau prolongé jusqu'au 31 octobre 2024, pardonnez-moi, le décret de juillet 2019. On en est dans ces phases-là. Le gouvernement, lui, demande aux partenaires sociaux de reprendre la main sur la négociation sur la question de l'emploi des seniors. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est assez probable que le gouvernement émette à nouveau un nouveau décret prolongeant encore une fois le décret, alors pour une période qui restera fixée, hein, généralement c'est environ 3 mois, le nouveau décret, euh, un nouveau décret pour prolonger à nouveau le décret de juillet 2019. Alors je dis 3 mois, bon, pas exclu qu'il demande à ce que ça soit fait avant le 31 décembre non plus, hein,
pour être calé sur l'année civile. Hem et en l'occurrence, en la matière, bien évidemment, ça signifie que prolongation à nouveau du décret de juillet 2019, maintien toujours du dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, du dispositif et du mécanisme, bonus-malus. Voilà. Donc nous en sommes là, un régime que nous connaissons depuis juillet 2019, qui est maintenu, qui va être prorogé de 2 ou 3 mois au gouvernement de le dire. Tout cela en attendant, bien évidemment, que les partenaires sociaux aboutissent à un accord sur l'emploi des seniors ou sur éventuellement leurs modalités d'indemnisation hein, par l'assurance chômage. On pourrait bien évidemment avoir des dispositions sur les deux volets concernant cette catégorie d'âge et bien évidemment avec l'impact que cela peut avoir en matière de gestion des ressources humaines. Hein. Et on ne peut pas exclure, le cas échéant, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, des modalités spécifiques en termes de cotisation. Je n'exclus rien en la matière, absolument rien. Je passe au point suivant, et puis je vous redonnerai la main si vous avez des questions à poser. Le point suivant n'a rien à voir avec la protection sociale du salarié, quoique sur des régimes, financement de régimes et de prestations, mais une reconnaissance, bien évidemment, de l'éventuel accident de travail et, en l'occurrence, des prestations pour le salarié et les engagements financiers pour l'employeur. Alors, télétravail, accident du travail. Est-ce que lorsque je suis en télétravail, je suis couvert contre l'accident du travail? Point d'interrogation. Il n'y avait jusqu'à présent aucun motif de s'en exclure. Et, et le législateur a pris le soin d'ajouter des dispositions bien particulières dans celles relatives au télétravail, eh bien, concernant la protection du salarié contre le risque d'accident du travail lorsque éventuellement un événement de cette nature survient lorsqu'il est en télétravail, donc généralement à son domicile. Que nous dit le Code du travail, en l'occurrence son article L 1222-9? L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé un accident de travail au sens donc de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale qui fixe bien évidemment la définition de l'accident de travail. Donc ce qu'on nous dit dans le Code du travail, vous avez la possibilité bien évidemment de mettre vos salariés en télétravail et si cela survient, un accident survient, on doit les protéger. On a une reconnaissance dès lors que l'événement survient pendant l'exercice de l'activité professionnelle. Et donc nous avons une présomption d'imputabilité, ce que nous appelons une présomption d'imputabilité, donc c'est imputable à l'accident de travail, donc d'imputabilité à la charge de l'employeur, lorsque les conditions légales, ici fixées dans cette définition du Code du travail, sont réunies. Alors, la question est, de quelle manière j'apprécie, j'observe, je retiens ou j'exclus le fait que le salarié a connu un accident de travail pendant l'exercice de l'activité professionnelle. Que signifie pendant l'exercice de l'activité professionnelle, en quelque sorte? Qu'est-ce que ça signifie? La Cour d'appel d'Amiens nous a donné une réponse du 2 septembre 2024. Et pour déjà des faits suivants. La salariée en question est donc à son domicile, elle est sur son poste de travail, arrive le moment de la pause repas, elle est à l'étage de son domicile, elle doit descendre un escalier et chute dans l'escalier. Chute dans l'escalier. Je dirais qu'entre guillemets, dans son malheur, elle avait peut-être une chance, c'est qu'il y avait au moins un témoin. Le témoin a pu, en tous les cas, apporter ses propos, rapporter la situation. Chute au moment où la salariée quitte son poste pour aller se restaurer. Elle se rendait dans ses cuisines pour préparer le repas. Question, si j'examine les éléments de reconnaissance d'un accident de travail, l'accident a-t-il eu lieu pendant l'exercice de l'activité professionnelle ou pas? À un moment donné, j'ai quitté mon poste. Suis-je toujours en activité professionnelle?
de facto n'était point mon poste de travail, ça ne devrait pas être reconnu. Mais si je fais ça, je suis assez restrictif sur ce que doit être un lieu de travail. Parce que ça signifie que mon lieu de travail serait dans mon domicile uniquement l'espace très réduit du bureau que j'occupe. Tout simplement. Mais vous vous rendez compte, dans une pièce, ça signifie que si je devais manipuler un objet de manière très temporaire qui serait également dans la même pièce et que me survient un accident quelconque, le cas échéant, ça pourrait être reconnu comme accident de travail. Alors c'est très difficile, hein, bien évidemment, d'y répondre. La Cour d'appel d'Amiens nous dit la chose suivante. Si l'événement était survenu pendant la pause méridienne, c'est-à-dire au moment où la salariée n'est plus à son poste de travail, il n'en demeurait pas moins que cette période constitue une interruption de courte durée du travail, courte durée du travail, légalement prévue. Pourquoi légalement prévue? Parce que nous avons tous, et c'est prévu par la loi, droit à une pause de 20 minutes par période de 6 heures de travail. Donc on peut imaginer qu'effectivement, elle a travaillé 3 ou 4 heures le matin, elle prend sa pause, plus ou moins longue, et reprend son activité l'après-midi. Légalement prévu, assimilable au temps de l'exercice de l'activité professionnelle tel que prévu. Ah, c'est assez intéressant. D'abord, les juges considèrent la durée de l'interruption et estiment qu'elle était courte. La question, c'est si l'accident était survenu et qu'elle a pris 1 heure et demie pour se restaurer, libre à la salariée, avant de reprendre son poste, et que l'accident survient au moment de son retour à son poste de travail, est-ce que là, on aurait considéré ou pas qu'il s'agissait d'un accident de travail? Point d'interrogation. Alors qu'elle fait exactement le même chemin. Elle fait le même chemin. Point d'interrogation. Et légalement prévu. Alors c'est vrai que j'ai droit à une pause impérative fixée par la loi de 20 minutes par période de 6 heures. Mais si, in fine, je m'octroie une seconde pause dans l'après-midi, point d'interrogation. Est-ce que ça signifie que dès lors qu'elle n'est pas légalement prévue, je dois l'exclure? Et légalement prévue, est-ce que ça signifie que des pauses éventuellement prévues par une convention collective ou un accord collectif devaient être exclues de cette reconnaissance? Alors, ici, bien évidemment, le raisonnement de la Cour d'appel a été favorable à la salariée, en l'occurrence, parce que c'était surtout la CNAM qui rejetait cette reconnaissance d'accident de travail. Euh, et en l'occurrence, eh ben, bien évidemment, la Cour d'appel, les juges de la Cour d'appel, confirmant d'ailleurs la position du tribunal judiciaire, donc de la juridiction première instance et de sa décision, son jugement, eh bien, confirme par cet arrêt le jugement de première instance. Et là, nous avons déjà 2 niveaux de juridiction qui sont effectivement en plein accord. Eh bien là, la Cour d'appel fixe un certain nombre de conditions, oui, de la reconnaissance de ces conditions ou pas par la Cour de cassation. Alors, la difficulté réside ici, alors on aurait été fortement intéressé, bien évidemment, par l'interprétation que pourrait en donner la Cour de cassation, ça aurait donné une orientation pour l'ensemble des cours d'appel. Voilà. Et des tribunaux judiciaires, bien évidemment, par la même occasion. Le fait est, c'est que la probabilité que la CNAM se pourvoie en cassation est extrêmement faible, parce que je pense qu'elle ne veut pas faire jurisprudence d'une décision de la Cour de cassation pour laquelle, au regard des éléments factuels, à mon sens, reconnaîtrait sans difficulté l'excellent travail, mais plus qu'encore cela, c'est qu'éventuellement le caractère court ou pas de l'interruption, qui s'inscrive dans un cadre légalement prévu ou pas, puisse être plutôt des considérations écartées et qu'in fine, le raisonnement de la Cour de cassation soit beaucoup plus large en termes d'appréciation avec des critères qui seraient tout autres. Et il est assez probable que la CNAM ne s'aventure pas dans un pourvoi en cassation sur cette question-là. Mais néanmoins, la Cour d'appel y répond et c'est extrêmement intéressant quand il s'agit bien évidemment d'examiner les choses. Bon voilà, on n'espère pas d'autres accidents du travail, bien évidemment, sur
à tous les télétravailleurs et télétravailleuses, hein, loin de là. Le fait est, c'est qu'il s'agit encore de situations pour lesquelles il va falloir stabiliser la jurisprudence. Alors, avant d'en venir au chapitre suivant, justement, et entrer à la jurisprudence, Maëla, y a-t-il quelques questions? Oui. Alors, si mon salarié habitant au troisième étage va chercher son courrier personnel dans sa boîte aux lettres, qui est au rez-de-chaussée durant sa pause du matin, elle quitte donc son appartement et elle chute. Est-ce un accident? Ça a été reconnu comme un accident. Voilà. Ça a été reconnu comme un accident. On reste dans le cadre de, du domicile. Ce qui n'a pas été, c'était chuter sur le trottoir alors que le salarié allait chercher un colis qui lui était livré. Mais aller chercher le courrier, ça resterait, à mon sens, bien évidemment, une reconnaissance sous réserve que de l'interprétation des juges. Mais quand je me réfère au cas d'un salarié qui est allé chercher un colis en dehors des limites sur le trottoir, en dehors des limites, donc au pied du camion de livraison, en dehors des limites de son domicile, là on a rejeté la reconnaissance de l'accident de travail. Bon, quand on va chercher, regarder son courrier, on est plutôt à l'intérieur du domicile. Donc après, sauf à vraiment aller jusqu'au bout de ces raisonnements-là et que les juges estiment que parce que la boîte aux lettres est ouverte de l'autre côté du portail ou de la porte d'entrée, on reconsidérerait les choses. Bon, pourquoi pas, mais le fait est, en tous les cas, on a rejeté l'accident de travail parce que le salarié se trouvait être sur le trottoir. Voilà, il est survenu l'accident. Autre Mais question. en toute logique, ça devrait Ah, être pardon? reconnu, enfin, j'imagine que ça devrait être reconnu en accident de travail. Autre question, excuse-moi, Maïla. Ouais. Lorsque mon salarié est en entreprise et quitte les locaux pour aller chercher son déjeuner à l'extérieur, sur le trajet, il chute. Est-ce un accident de travail, de trajet ou aucun des deux? Ah, bonne question. Excellente question. Excellente question parce que là aussi, on a déjà une réponse de la Cour de cassation. Les faits étaient les suivants. La salariée a pris son véhicule, s'est rendue dans une grande surface pour faire ses courses et l'objectif était qu'elle revienne avec ses courses à la maison pour pouvoir déjeuner. L'accident est survenu pendant le trajet aller. Donc, elle n'était pas encore arrivée dans ce lieu d'achat, si je puis dire, pas de consommation d'achat. Et là, l'accident de travail était rejeté par les juges, estimant que, en l'occurrence, ce n'était pas le trajet vers le lieu habituel de restauration de la salariée. C'est pour ça que quand je dis tout à l'heure, une des conditions, c'était une interruption de courte durée. Si je me réfère là également à une autre décision de la Cour de cassation qui était ce n'est pas le lieu habituel de restauration de la salariée, alors je rejette. Ce qui aurait été différent si j'avais quitté. Alors, encore une fois, c'est très complexe. Hein. Est-ce que ça veut dire que si j'avais quitté mon domicile pour me rendre à un lieu de restauration habituel, est-ce que, bien évidemment, j'avais ou non un accident de travail? Je dirais que oui, si j'en juge par les cas suivants qui étaient reconnus d'accident de travail, d'un salarié qui quitte son poste de travail pour se rendre à son lieu de restauration, qui est parfois un lieu de restaurant interentreprise ou de restaurant d'entreprise, qui l'oblige à quitter un établissement, traverser la rue et aller vers l'autre établissement qui est le bien de restauration. Eh bien, la Cour de cassation a eu cette même logique. Si ça avait été si ça n'avait pas été une situation de télétravail, j'aurais reconnu l'accident de travail. J'ai la même logique lorsqu'il s'agit de télétravail, est-ce que je vais ou non sur un lieu de restauration habituel? En l'occurrence, dans le cas que je viens d'évoquer, le seul fait de ne pas se rendre à son lieu habituel de restauration excluait l'accident de travail. C'est tout simplement qu'elle a profité de sa pause pour aller faire des courses. Voilà. Donc, c'est toujours encore une fois une question de circonstances et de faits. Et est-ce que les éléments factuels recoupent le fait que le salarié ou la salariée se rende à son lieu de restauration habituelle. Voilà, dans le cas de la cour d'appel d'Amiens, elle se rendait dans ses cuisines. Sans doute également son endroit habituel de restauration, que sais-je. Je n'en sais rien, mais en tous les cas, elle devait s'y rendre, ne serait-ce que pour préparer ou récupérer, le cas échéant, son repas. Donc voilà le raisonnement, et que bien évidemment, ben, s'il quitte pour
pour aller faire des courses, la réponse est non. S'il quitte parce que c'est son lieu habituel, et j'insiste sur le caractère habituel, de restauration, ça ne sera pas le cas. Donc ça veut dire que si je vais de manière très exceptionnelle dans un restaurant, là aussi, bien évidemment, c'est pas pour faire des courses, les rapporter à la maison, c'est mon lieu de restauration, mais c'est pas mon lieu de restauration habituel. Mon lieu de restauration habituel en télétravail, c'est plutôt la maison. Voilà, je ne sais pas si on a clarifié les interrogations de madame, mais qu'elle n'hésite pas à compléter. Y a-t-il d'autres questions, Maëla? Maëla, tu m'entends? Non, pardon, pas de question. D'accord, merci. Merci pour vos interrogations et donc le débat sur. Alors, bien évidemment, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet, hein, parce que les décisions à venir seront encore nombreuses, hein, tant le télétravail se développe. Alors, nous parlions de jurisprudence. Donc, nous ouvrons notre page jurisprudence avec deux décisions nous intéressant directement. La première a trait aux exigences du métier de gestionnaire de paye, de responsable de paye, d'éditeur de paye, et je dirais tous ceux qui gravitent autour des questions de la paye et des informations sociales du salarié. Et cette fois-ci, il s'agit de la divulgation du salaire, en l'occurrence, bien évidemment, quelque métier que ce soit, nous sommes tous, bien évidemment, dans l'exigence de l'observation du secret professionnel. Et donc, à ce titre-là, tout salarié est tenu de s'abstenir de divulguer en dehors de son propre cadre professionnel toute information dont il a connaissance à l'occasion de son contrat de travail. Donc, de ce cadre professionnel, parce que bien évidemment, quand il s'agit de la situation d'une entreprise ou du pratique d'une entreprise, ou d'échanger sur le cas d'un salarié de l'entreprise, on peut librement en échanger avec les collègues pour en avoir l'avis, le sentiment. Mais ça ne doit pas sortir du cadre strictement professionnel. Et la chose vaut, le principe vaut pour toute information sur leurs revenus et salaires, y compris ceux qui sont inscrits sur une attestation, tout simplement. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'il se trouve que dans une CEPAM, un salarié de cette caisse primaire d'assurance maladie a divulgué une attestation de salaire d'un joueur de rugby. Et quand on voit que la décision a été rendue dans un premier temps par la Cour d'appel de Toulouse, et si c'est bien évidemment du Stade toulousain, l'une des meilleures équipes du top 14, voilà, on imagine qu'il ne s'agissait pas de faibles montants. Mais alors, la Cour d'appel et la Cour de cassation n'ont pas tout à fait la même lecture des faits. Il a été licencié pour faute grave en raison de cette divulgation d'informations. La Cour d'appel a atténué la faute, donc le caractère grave n'est pas retenu. N'est pas retenu pour deux raisons. La première, c'est l'ancienneté du salarié, 39 ans dans cette CEPA, ou peut-être dans d'autres, mais avec une reprise d'ancienneté, mais en tous les cas, 39 ans dans le régime de sécurité sociale. Une ancienneté assez longue, hein, vous comprendrez. Et qui plus est, s'y ajoute l'absence totale d'antécédents. Ah, il n'a jamais fait l'objet de quelques observations sur son comportement, sur son travail, absolument rien. Pas d'antécédents. Donc pour la Cour d'appel, le licenciement pour faute grave ne pouvait être retenu. Au regard de ces deux éléments qui ont été avancés, bien évidemment, par le salarié et son conseil, est suffisamment convaincant pour les juges de la Cour d'appel, dont il convient d'observer la sanction administrée au regard d'un certain nombre d'éléments, dont l'ancienneté et la présence ou pas d'antécédents. Pour la Cour de cassation, le raisonnement devait être tout autre. La faute grave en elle-même, quelle que soit la situation du salarié dans l'entreprise, situation d'ancienneté ou d'absence d'antécédents, la faute grave est caractérisée tout simplement par l'inobservation du secret professionnel. Et cette inobservation du secret professionnel est elle-même
caractérisée par la divulgation de données strictement confidentielles. Donc les informations relatives au salaire de ce joueur de rugby qu'avait en son possession l'agent de la CEPAM étaient des données strictement confidentielles dont il ne pouvait faire divulgation à l'extérieur de ce cadre professionnel. Et donc le seul fait de s'être abstenu, bien évidemment, de l'observation du secret professionnel est une faute grave. Voilà comment les choses doivent être dites. Et ça me paraît suffisamment pertinent pour, en réalité, le rappeler pour tous les acteurs de la paix, et je dirais de manière plus générale, pour tous les métiers quels qu'ils soient et pour tout contrat de travail. Nous sommes tous dans la même obligation, donc on ne faudra pas s'étonner, effectivement. Là, en clair, la Cour de cassation dit clairement, dès que vous divulguez des données à caractère confidentiel, vous avez rompu votre obligation du secret professionnel et vous êtes susceptible d'être licencié pour faute grave. Et là, on reconnaît à l'employeur le droit de rompre le contrat de travail à ce titre et sur ce fondement-là. Voilà. Et donc, c'est privatif d'indemnité de licenciement et vous savez, tout le reste. En l'occurrence, bien évidemment, droit de ne plus maintenir le salarié dans l'entreprise. Ça, c'est la première décision. La deuxième porte plutôt sur des éléments directement de paye. Qu'en est-il? Il s'agit en réalité d'une reconnaissance par les juges de la non-conformité d'une convention de forfait en jour. Donc, elle a été invalidée par les juges. Alors, les éléments de fond et de droit importent peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les conséquences. Hein. Parce que, alors, sur les conventions de forfait jour, les conditions de validité, etc., je crois qu'on pourrait facilement faire une demi-journée de formation sur le sujet. Et je ne suis pas sûr même qu'une demi-journée suffirait. Mais bref, ça, c'est autre chose. Alors, ça signifie quoi lorsque la validité juridique de la convention de forfait jour n'est plus reconnue par les juges? Ça signifie que automatiquement l'employeur ne peut plus, n'est plus autorisé, et même pour le passé d'ailleurs, à établir un décompte du temps de travail du salarié en jour, et ce décompte doit se faire impérativement en heures. Donc, charge au salarié d'apporter des éléments et des indices permettant d'emporter la conviction du juge sur le nombre d'heures réalisées, charge à l'employeur, lui qui a l'obligation du décompte du temps de travail de ses salariés, hein, comme vous le savez, bien évidemment, d'apporter des éléments de droit contraires. In fine, ces éléments de droit n'ont peut-être pas été apportés, peu importe, mais on a reconnu ce décompte-là et on établit la réalité, puisque le décompte doit se faire en heures, de la réalisation d'heures supplémentaires. Et vous savez que lorsqu'on réalise des heures supplémentaires, nous devons les réaliser dans un certain contingent, dépassement fait de ce contingent-là. Bien évidemment, l'heure supplémentaire est rémunérée à 100%, bénéficie selon son rang dans la semaine ou dans l'année d'une majoration minimale légale de 25 ou 50%, avec des taux qui peuvent être inférieurs, mais peu importe. Mais en tous les cas, les taux légaux de 25 ou 50%, ou les taux inférieurs établis par voie conventionnelle, et en tout état de cause, du repos compensateur, d'une heure de repos compensateur. Donc, si je prends l'exemple, bien évidemment, du contingent légal, j'ai réalisé 221 heures d'heures supplémentaires sur l'année. Le contingent fixé par la loi est 220 heures. Mes 220 premières heures sont rémunérées avec majoration et la 221e me donne droit, bien évidemment, à rémunération et avec majoration, plus une heure de repos. Voilà. Donc le salarié, lui, en réalité, sans doute sur plusieurs années, a cumulé un certain nombre de droits repos compensateurs, de repos compensateurs. Et la question qui se posait, c'est que la compensation financière qu'il a obtenue au terme de cette procédure judiciaire, cette compensation financière du repos compensateur entrait-elle ou non dans le calcul des indemnités de licenciement? Alors, bien évidemment, la question était de savoir si on doit les prendre, ces indemnités allouées au titre du repos compensateur. Ce que reconnaît d'abord la Cour de cassation, sa chambre sociale, dans un arrêt du 4 septembre, c'est qu'il s'agit d'un simple caractère indemnitaire qui est affecté à ces allocations. Indemnitaire et non pas de rémunération. On indemnise pour un certain montant alloué, hein, eh bien,
le fait que le salarié n'a pu jouir du repos compensateur, donc c'est une indemnisation de l'absence de ce repos, et puis peut-être avec quelques dommages d'intérêt supplémentaires, mais je dirais peu importe. Le montant initial, le montant de base, a le caractère d'indemnité. Si ça a le caractère d'indemnité, alors pour la Cour de cassation, il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu de les inclure dans la base des indemnités de rupture dont ils sont exclus. Donc le salarié, lui, ce qu'il demandait, c'était de dire j'ai obtenu des indemnités au titre de repos compensateur dont j'ai pas pu bénéficier pendant un certain nombre d'années, et je demande que ces indemnités viennent gonfler, si je puis dire, alimenter la base d'indemnité de rupture. Les juges disent non, parce que juridiquement, ce ne sont pas des salaires, ce sont des indemnités, tout simplement, et on n'alimente pas une indemnité par une autre indemnité, en l'occurrence. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais il y a les congés payés sur. Effectivement. En tous les cas, ici, c'est indemnitaire au sens du préjudice. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Voilà, nous en sommes donc à l'étape question qui vous permet de nous interroger sur les décisions jurisprudentielles que nous venons d'énoncer ou sur le reste de la présentation si vous souhaitez avoir quelques compléments Il y a une ou question. éventuellement. Oui, merci Maïla. Pour les forfaits jours, toutes les mentions sur le bulletin de paie sont bien en jours, à l'exception du calcul de l'indemnité de congé payé. Cela pourrait-il avoir des conséquences? Alors, tout est en jour sauf l'indemnité de congé payé. Ouais, qui serait calculé en heures. Alors là, je suis surpris parce que est-ce que c'est la retenue qui serait calculée en heures, donc absence congé payé plus indemnité, ce qui compense en quelque sorte, ou est-ce que c'est l'indemnité? Parce que si c'est l'indemnité, je ne vois pas trop pourquoi. Généralement, lorsque le salarié est en congé payé, la retenue est établie en jours. Je prends 5 jours de congé payé, hein, du lundi au vendredi. Si je suis en jour ouvré, je prends les choses assez simples. J'ai 5 jours. J'enlève 5 jours. La compensation, ensuite, c'est soit le maintien de salaire, voilà, tout simplement, hein, donc le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé normalement, soit la base du dixième, si elle est plus favorable, et si je la pratique immédiatement, sans attendre la fin de la période de prise, généralement le 31 mai, si je la paye immédiatement, ça veut dire que j'ai déjà la base constitutive de l'assiette du dixième, je divise par le nombre de jours, je prends 10% déjà, hein, parce que c'est un dixième, je divise par le nombre de jours acquis, j'ai mon taux journalier d'absence. Donc je suis assez étonné, je vous avoue, d'une gestion des indemnités en heures. C'est la première fois que je vois ça. Ou alors il s'agissait de la retenue. Mais là encore, la pratique n'est pas celle-là. C'est plutôt de dire j'ai 5 jours, donc j'ai une retenue, j'ai retenu dont le taux est déterminé en jours plutôt qu'en heures. Là, c'est précisé, oui, l'absence est déduite en heures. Ah, l'absence est déduite en heures. D'accord, mais in fine, alors il y a plusieurs solutions. Alors, les juges se sont déjà exprimés sur des situations où le salarié est absent une partie de la journée, notamment pour fait de grève. Pour fait de grève. Pour fait de grève, le salarié était attendu à son poste en matinée. Il rejoint un mouvement de grève qui n'a pas duré toute la journée. Je crois à l'époque, sur la décision, c'était d'une durée de 2 heures. La question est comment j'opère à une retenue sur salaire du fait de cette suspension du contrat de travail. Il y a suspension parce que le salarié n'a pas exécuté, mais d'une suspension inférieure à une journée. Et les juges ont effectivement indiqué que dans ce cas-là, il fallait ramener la durée du travail de la convention de forfait jour à une durée de temps plein, donc 35 heures. Donc si le salarié fait 218 jours, on considérera qu'il fait 35 heures par semaine. Et donc, on détermine effectivement un taux horaire en ramenant sa rémunération sur 35 heures, 150, soit 151, 67. Mais je vous avoue que c'est le seul cas où, lorsque l'absence est inférieure à une journée, où, à ma connaissance, on a admis une gestion en heures. Alors là, vous me dites que vous allez beaucoup plus loin. Vous le faites en heures.
Bon, c'est une pratique pour une journée d'absence que je découvre, sans doute pour être aligné sur, la gestion d'heure du fait de grève comme je vous l'indiquais ici. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si lorsque le salarié est malade, on est sur la même logique. Si madame peut me le préciser, ce serait bien. Et en tout état de cause, je dirais que, sur les droits du salarié, ça n'a pas d'incidence. L'essentiel, c'est vraiment que, puisqu'il s'absente une journée de congé payé, 5 jours comme l'exemple que je venais de prendre, c'est d'avoir au moins le maintien de salaire et le dixième. Et là, bien évidemment, la question de la gestion en heure n'a plus grand intérêt parce que je dois, en maintien de salaire, je dois retrouver une somme qui est équivalente à celle que j'ai retenue. Et c'est le dixième, et ben c'est le dixième, c'est encore plus simple, c'est transparent. Oui, Mais les absences sont déduites de la même manière. C'était la réponse à ta question. de la même manière, c'est-à-dire en heure. Ouais. D'accord. Ah, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, permettez-moi de faire un aparté, d'ouvrir une parenthèse, peut-être dans l'intérêt de toutes et tous pour le débat. C'est très intéressant parce que, d'une part, quand c'est de la maladie, vous opérez une retenue en heures et non pas en jours. Parce que la pratique habituelle, c'est que, puisque la sécurité sociale indemnise en jours calendaires, je fais une retenue en jours calendaires. Bon. Alors combien même qu'on doit avoir une stricte proportionnalité, mais vraiment une stricte proportionnalité, entre les temps non travaillés et la retenue. Ça veut dire quoi, une stricte proportionnalité? C'est qu'en réalité, je ne dois retenir sur le salaire du salarié que les périodes qu'il aurait dû travailler qu'il n'a pas travaillé. Je vous donne un exemple très simple. Le salarié est absent pour maladie du vendredi ou lundi inclus. On a coutume de faire 4 jours calendaires de retenue sur salaire parce qu'on va avoir une logique de calendaire, bien évidemment, la logique qui est celle de la sécurité sociale. Et donc, c'est une retenue de 4 jours de salaire. Et la Cour de cassation a déjà sanctionné ce type de pratique. Elle a déjà sanctionné, estimant qu'il ne devait pas y avoir de retenue sur salaire le samedi dimanche, des jours que ne travaille pas le salarié. Donc, une stricte application, c'est bien évidemment le nombre d'heures. Par contre, à ma connaissance, s'agissant des salariés en forfait jour, elle ne s'est pas exprimée en dehors du cas de fait de grève, bien évidemment, madame, que j'évoquais à l'instant, parce que inférieur, dont la durée de ce mouvement collectif est inférieure à une journée. Je n'ai pas d'exemple des juges et de Cour de cassation imposant l'une ou l'autre pratique ou interdisant l'une ou l'autre pratique. Donc je dirais que votre raisonnement est assez juste de manière générale. S'agissant des salariés en forfait jour, je ne vois pas ce qui m'empêcherait, dans la mesure où le décompte du temps de travail est en jours, expressément prévu en jours dans la loi, ce qui autorise, depuis 2000, maintenant 24 ans, la possibilité de conclure des conventions en forfait jour, ce qui serait gênant lorsque l'absence est de toute une journée, d'avoir comme taux de retenue un taux journalier. Maintenant, si vous transformez en heures, est-ce qu'il y a un risque? Alors, le risque que vous avez, c'est toute la question, c'est est-ce que ce serait constitutif pour le salarié? Je dirais que ce serait un indice, mais pas une preuve totale. Bien évidemment, il faut beaucoup d'autres paramètres. Ce serait un indice. Et s'il avait d'autres paramètres qui s'y ajoutent, ou d'autres indices qui s'y ajoutent, là, on aurait quelques interrogations. Est-ce que cela faciliterait pour le salarié d'obtenir du juge la reconnaissance d'un temps de travail géré en heures et donc de l'invalidation juridique du forfait en jour? Point d'interrogation. En soi, la retenue en heures seule, je ne pense pas. Je ne suis pas convaincu. Il y a d'autres éléments, bien évidemment. On ne part pas avec un seul élément de preuve ou un seul indice. Ce n'est pas possible. On n'a pas gain de cause de la sorte devant le juge prud'homal. C'est impossible. Mais ça peut s'ajouter à d'autres éléments. Le risque est là. Le risque est là. Bah, très bien. Très honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre. Est-ce que néanmoins, ça ne remet pas en cause le forfait jour? Bah, c'est le risque. Mais je n'ai pas d'éléments permettant à l'employeur de trancher. Et puis, dans le cas précis, il faudrait vraiment connaître d'autres pratiques, d'autres éléments quant à la gestion du forfait en jour dans l'entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire, madame. Y a-t-il d'autres questions, Maïla? Pas d'autres questions, juste merci. Merci bien. Merci. Ben, merci à vous.
Je vous rappelle, j'évoquais tout à l'heure, bien évidemment, toutes les questions relatives à la bonne gestion des conventions de forfait de jour que l'on vient de, dont on vient de dire quelques mots à l'instant. Je vous rappelle notre catalogue de formation et notre certification Qualiopi qui vous permettent d'obtenir la prise en charge de l'OPCO pour le suivi de ces formations. Ces formations sont d'une durée d'une demi-journée. Voilà, c'est généralement 9h30, 13h. N'hésitez surtout, surtout, surtout pas à consulter notre catalogue sur le site dont vous avez ici, bien évidemment, le lien hypertexte www.sdworks.fr/fr-6fr/formation pluriel et nous poser toutes vos questions, précisions, notes explicatives à l'adresse taxandlegal-8fr@sdworks.com. N'hésitez surtout pas à le faire. On sait que certains et certaines d'entre vous y ont assisté avec satisfaction, donc on sera toujours très heureux de vous retrouver incontestablement. Bon, vous avez cette page-là, vous avez la page suivante sur d'autres sujets et quelques formations peuvent être menées en anglais s'il s'agit de la langue dans laquelle vous avez coutume d'exercer vos missions. Nos prochains rendez-vous, vous avez la date du vendredi 4 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Les prochaines échéances sont fixées au 8 novembre 9h30 et au 6 décembre 9h30, avec bien évidemment au mois de novembre, là nous aurons le texte légal et peut-être quelques avancées si l'administration daigne bien nous tenir informés des modalités pratiques de la refonte du dispositif d'exonération de charges. Donc soyez vigilants, présents. Nous aurons l'occasion de revenir de manière très précise, avec, je l'espère, si nous avons ces fameuses formules et modalités, quelques exemples pratiques. Et à tout le moins, au mois de décembre, nous serons sur un texte PLFS beaucoup plus abouti, parce que si c'est le PLFSS, normalement, il est adopté pardon, pas en Conseil des ministres, mais par le Parlement début décembre. Le cas échéant, bien évidemment, ici ou là, un recours de contrôle de constitutionnalité. En tous les cas, nous aurons les modalités pratiques parce que nous-mêmes, il va falloir que nous opérions dans les plus brefs délais, adoptons les systèmes d'information, le SIRH, assez activement pour qu'ils soient d'équerre pour les périodes d'emploi comptées du 1er janvier 2025. Pendant que je vous dis ça, ça me fait penser à savoir comment nous allions gérer les périodes à cheval. Alors à cheval, je dis à cheval parce que parfois, lorsque le salarié quitte l'entreprise, son salaire du mois de décembre est versé avec le solde de tout compte début janvier. Si le salarié quitte l'entreprise le 5 janvier, je vais faire un solde bulletin décembre-janvier. Ça peut arriver, ça. Alors, c'est pas général, mais ce sont quelques pratiques dans certaines entreprises. Bon, voilà, c'est une bonne question que je conserve dans mon esprit à poser à l'administration. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci pour votre attention. Merci pour l'ensemble de ces échanges. Toujours de grande qualité et de pertinence dans les questions que vous posez. Au plaisir de vous retrouver très prochainement et n'hésitez surtout, surtout pas à consulter un peu ces pages de formation, du catalogue de formation et à nous solliciter pour quelques questions à l'adresse que je vous ai indiquée tout à l'heure, Tax Legum, et que vous retrouvez lorsque vous recevez le support de présentation. Merci beaucoup, merci grandement Maëla pour ta participation. Merci. Bonne journée. Bonne journée, merci à toutes et à tous. Au revoir.